Bonsoir. L'Algérie vient de vivre un moment très particulier de son histoire politique. Lors des dernières élections, le score, qui était prévisible, mais pas à ce point, a battu le record historique du boycott massif pour les élections législatives et toutes autres élections confondues dans le pays, depuis son indépendance. 20% en comptant, je tiens à le préciser, 1 million de bulletins nuls. Et à côté, une fraude massive et un bourrage des urnes rarement observés et dénoncés, y compris par les partis maisons, ceux qui sont inféodés au régime lui-même. Nous allons donc en parler avec nos amis Brahim Younsi et Idir Ounouren dans une émission qui va se décliner en 2 parties, d'1 heure à peu près chacune. Et donc, nous allons essayer d'aller au fin fond des choses pour essayer de comprendre ce qui s'est passé et de ce que cela pourrait produire dans un avenir politique proche. Brahim Younsi, Ibrahim, merci d'avoir accepté cette invitation à venir parler de ce qui nous concerne dans le pays. Bonsoir, c'est Jamal. Bonsoir. Heureux de vous revoir. Moi aussi. Dans une atmosphère chaude. Ah, et comment? Chaude, pour le moins compréhensible. Je salue mon ami Idir et je salue les téléspectateurs. Merci. Idir Ounouren, merci d'être des nôtres. Merci de m'avoir accueilli et de m'avoir invité. Je salue toutes celles et ceux qui nous regarderont. Merci Idir. Alors, nous allons commencer. Donc, voilà le vote des législatives, les élections législatives. Tout le monde s'attendait à un boycott. Comme depuis que Tebboune est arrivé, toutes les élections ont été boycottées massivement. La première présidentielle, le référendum sur la Constitution, les législatives de son premier mandat, et maintenant les deuxièmes législatives. Mais là, c'est le coup de foudre dans un ciel serein. C'est incroyable. C'est descendu à... C'est un record historique. Alors, vos lectures d'abord sur ça. Vas-y. Vous savez, je vais faire parler les spécialistes des élections, qui en savent beaucoup plus que nous parce que c'est une technique. D'accord. C'est une technique. Selon ces spécialistes, ce qui se passe dans notre pays, singulièrement, est une manière, ce vote est une manière d'influencer la politique du gouvernement, déjà, au départ, pour lui dire qu'il faut absolument changer. De l'intérieur et à l'intérieur de ce gouvernement et de ce système. Ça veut dire c'est de l'intérieur de ce système que seraient venues des manipulations pour... Il ne faut rien exclure. Oui. Je n'ai pas d'informations là-dessus, mais surtout avec ce qui s'est passé en amont de l'élection. Oui. Ce qui s'est passé en amont de l'élection, cette intrusion en amont où 30% des candidats ont été éjectés. Tout à fait. Donc, ça peut rejoindre votre thèse. Donc, déjà, premier élément. Ça viendrait du système lui-même. Oui. D'accord. Je pense que cela, il faut que le gouvernement en place change. Et change
profondément. Ne Quand pas vous changer dites le système. gouvernement en place, ça veut dire plutôt le chef de l'État et tout ça. Vrai- Le chef du en- gouvernement, en tout c'est cas, il oui, compte oui, du oui, beurre. oui, 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 absolument, absolument. Donc il faut changer. D'accord. Il faut changer pour maintenir le système. D'accord. La cohésion. Pour le moment, même le système lui-même ne changera pas pour préserver le système. D'accord. On sacrifie d'une certaine manière un gouvernement, des hommes, pour ne pas sacrifier le système. Parce que c'est le système qui est en crise. Oui. Et il est en crise profonde. Et, et ce boycott, parce que c'est un vrai boycott, il est considéré comme une forte pression exercée sur le pouvoir. Oui. Donc ce pouvoir, où il change, où il tombe. La chute n'est pas loin s'il ne change pas. Et on l'a vu la dernière fois, nous en avions parlé, le discours du chef d'état-major qui a parlé comme un chef d'État participe de ce que nous sommes en train de vivre, entre guillemets, électoralement parlant, mais aussi il faut insister sur le fait des éjections, si j'ose dire, de multiples, de dizaines de candidats. Oui. Que ce soit de l'opposition. 30%. Ah oui, oui. Et beaucoup de gens se sont dit, c'est quoi, justement, qui rejoint donc votre thèse, c'est quoi ce pouvoir qui est en train de scier la branche sur laquelle il est assis. D'habitude, il intervient en aval pour choisir qui doit être élu. Tout à fait. Mais là, en amont, où il liquide, y compris des gens de ses propres troupes. Les siens, oui. Donc, la thèse du sabotage peut... Ça participe de ce qu'il est en mesure d'appeler le renouvellement de ces élites, pour ne pas dire de certaines féodalités locales, qu'on doit booster, quoi. Ça termine après ? Tout à fait. Vas-y, on reprend. Ce que je voulais dire, avant d'aborder cette question, donc les raisons profondes, il y a les résultats en eux-mêmes. Qu'est-ce qu'on peut observer comme ça ? Moi, il y a deux choses qui m'ont parlé, on va dire. C'est que le parti de Elbina a perdu de 39 sièges, il est passé à 18. De Benguerina, oui, le fameux tout à fait. Benguerina. Oui. Si vous vous rappelez, en 2021, comme le pouvoir et leur spin doctor ne pouvaient pas bénéficier ni se revendiquer d'un appui des partis de ce qu'ils appellent eux l'Aïsaba, c'est-à-dire du MPA, de Mahamara Benounes, de Tej, etc., on fait donc irruption avec un quota extrêmement important d'indépendants. Ils étaient 84, et dans cette législature, ils sont plus que 17. Donc, il y a une lecture à faire. Ah oui, ils étaient 84, là je suis. Oui, ils sont à 17. Il y a une perte de 67%. Oui, tout à fait. Là c'est des chiffres, je suis pratiquement certain. Mais moi, ce qui maintenant, avant de parler du boycott, il est à noter aussi, à observer que depuis l'avènement de Tebboune dans les conditions que l'on sait, on n'a jamais eu d'observateurs, ni de l'Union africaine, ni de la mission européenne, ni de l'ONU, ni de grands organismes chargés de surveiller et les élections et donner leur avis sur leur sincérité ou pas. Ça, c'est aussi des éléments. Et puis moi, je me dis une chose, c'est que l'objectif principal du scrutin pour le pouvoir n'est pas le taux de participation. Puisque Tebboune l'avait dit bien avant, le taux de participation, je ne le prends pas en considération. Qu'il y ait 1000 personnes qui aient voté, pour moi... le taux de participation ne m'intéresse pas. Ce qui compte pour eux, c'était quoi? Dans cette Algérie nouvelle ou nouvelle Algérie, peu importe, c'est de faire un ravalement, comme un immeuble, un ravalement de l'édifice et de l'architecture institutionnelle. Pour nos partenaires étrangers, moi je pense que c'était important de le savoir. C'est important de faire passer ce type de message. Ça s'est passé dans une sécurité la plus totale, il n'y a aucun incident, premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'il faut le dire, il faut être honnête, c'est qu'au niveau du déroulement technique du vote, nous sommes dans des standards internationaux. C'est-à-dire, il y a l'isoloir, il y a le président du bureau de vote, il y a le président du centre de vote, il y a les assesseurs, il y a les fiches d'émargement, il y a surtout une égalité exact entre les différents candidats en termes de bureau de vote. D'un côté technique, on n'a pas trop de soucis à se faire. Parce que la fraude, elle se fait, comme vous l'avez dit, plus en amont. En amont.
Donc, pour eux, c'était ravaler l'architecture institutionnelle pour obtenir des élections dans un climat serein, dans un climat apaisé où il n'y a pas eu d'incident. C'était un message adressé à l'extérieur, donc à nos partenaires, que ce soit dans le cadre bilatéral ou que ce soit dans un cadre un peu plus en termes d'organisation, l'Union africaine, le Conseil de l'Europe, etc. Et puis, et ça donne une idée de stabilité. Et comment peut-on qualifier ce boycott? Parce que c'est un boycott de 1 sur 5. Hein. Oui. Il y a 4/5 qui n'ont pas voté. Absolument. Oui. Il y a un 5e qui a voté. Brahim parlait de spécialistes des élections, il a tout à fait raison. Le problème, c'est qu'on ne connaît pas le comportement électoral des Algériens. On ne le connaît pas. Justement, nous allons y venir. Oui, donc si on y vient, il n'y a pas de souci. Oui, oui. Mais alors, moi, avant de vous redonner la parole, Brahim Younsi, il y a eu une déclaration du président de l'autorité indépendante, comme il dit. C'est l'intitulé officiel, autorité indépendante pour les élections, etc. Il a dit, non, il ne faut pas s'étonner, c'est rien du tout. C'est une tendance mondiale partout dans le monde. C'est une tendance à l'abstention. Il a dit, il y a même des chiffres en dessous de la participation algérienne. Nous avons cherché partout, nous n'avons pas trouvé. Pour toutes les législatives, les dernières législatives dans le monde, le taux algérien est le plus faible. Et pire encore, ce qu'il a dit est faux. D'ailleurs, j'aimerais bien que nos amis de la régie nous préparent cette petite infographie pour voir les taux de participation dans les pays. C'est, par exemple, la France, les dernières législatives, c'est à peu près 60%. L'Allemagne, je crois, c'est 85%. Oui. Alors lui, il a le culot de venir comme ça. C'est un mépris pour l'opinion publique. De dire non, c'est une tendance mondiale et il y a des chiffres inférieurs à ce que nous avons réalisé. Et je vous laisse. On peut comprendre qu'il y ait une désaffection en France ou ailleurs en Occident. Mais on ne peut pas le comprendre dans un pays comme l'Algérie, qui a soif de participer à l'exercice politique, à l'exercice électoral, etc. Je cite encore les spécialistes. Selon eux, il y a essentiellement deux raisons. Deux raisons pour lesquelles l'électeur s'abstient de voter ou de boycotter. D'accord. La première raison, je crois qu'elle participe du taux extrêmement bas de la participation dans notre pays, c'est sa conviction ou seulement son impression que son vote est inutile. C'est exactement ça. Que les jeux sont déjà faits. Ben voilà. Son vote est inutile. C'est le cas. Et ils ne se sentent pas du tout motivés. Et c'est le cas. Tous les Algériens savent que les jeux sont faits avant les élections. C'est une grande partie. Oui. Donc, l'électeur algérien est conscient qu'il n'a pas besoin de voter. De toutes les façons, on va voter pour lui ou on lui a imposé. Et pire encore, il va par sa présence dans les bureaux de vote, il va cautionner la fraude annoncée à l'avance. C'est la raison pour laquelle le taux de participation serait autour de 15%, 15-18%, pas davantage. Oui. La population ne s'est pas rendue dans les bureaux de vote. Ça, c'est une réalité que personne ne peut nier. Donc, ils savent aussi, même si, comme cela est le cas, même s'il y a des votants, que leur vote ne changera strictement rien. Et c'est une réalité également. Oui. Toutes les élections, les unes après les autres, alors qu'il n'y a eu aucun changement. Parce que le pouvoir ne tient pas compte des signes qu'on lui envoie. Et puis, il y a un deuxième élément, c'est les pressions, ou ce que l'on appelle les pressions contradictoires. Et ces pressions contradictoires s'exercent sur l'électeur. Et le pouvoir lance des éléments, des pressions contradictoires pour aller voter ou ne pas aller voter. Autrement dit, pour que ce soit plus clair, pourquoi contradictoire? Contradictoire parce qu'il y a très souvent une répression. D'accord. La répression fait que... Et puis les trucages électoraux dont nous venons de parler. Donc, et puis en amont, la liquidation d'une partie importante des candidats. Des candidats, etc. Et ce sont là les pressions contradictoires. Oui. Tantôt, il veut se montrer libéral, et puis
il liquide des candidats et des candidats sérieux. Absolument, Nous connaissons les plus sérieux pour la plupart qui ont été liquidés. Absolument. Voilà. Et c'est un peu comme, c'est bizarre, ça confirme vraiment cette expression qui est sortie de scier la branche sur laquelle il est assis, de saboter ses propres élections législatives. Mais cela se fait depuis déjà fort longtemps. Qu'il y aurait donc des forces au sein du pouvoir qui agissent pour provoquer une défection généralisée? Il ne me semble pas que les forces sociales, même organisées, que les partis organisés, soient une quelconque menace sur le système. Franchement, si on embraye sur ça, je pense qu'on serait dans une espèce de déni de réalité. Peut-être qu'on sont sains. Oui, comme vous le dites, il y a 30%, M. Benchenouf. Moi, je vous écoute, je vous entends et je vous écoute. 30% de candidats parmi la plupart de ces candidats, il y en a eu très peu dans les partis politiques. Hein, très peu. Il y en a eu suffisamment, mais ce n'est pas une proportion qui mériterait d'être significative, qu'on puisse analyser. Par contre, sur certaines listes d'indépendants, oui. Mais à partir du moment où le règlement de l'Assemblée nationale, pour faire partie d'un groupe parlementaire, il faut tant de députés, est-ce qu'on peut avoir l'initiative parlementaire ou pas? Et la plupart des candidats, M. Benchenouf, j'ai eu à écouter à la radio, chaîne 3 que je capte, et lire la presse algérienne, mais ils se trompent de combat, ils se trompent sur la notion même du mandat de député. Ce qui importe, encore une fois, je reviens là-dessus, vous m'excuserez, c'est que les conditions même de la survie, là, oui, si l'architecture institutionnelle n'est pas convoquée en temps et en heure, et que ça se passe de manière différente avec peut-être quelques incidents, ou alors des incidents qui amènent vers une rupture un peu plus brutale, là peut-être, mais là, à partir du moment, c'était l'image qu'on renvoyait. Parce que nos partenaires étrangers, ce qui compte pour eux, c'est la stabilité du pays pour faire leurs affaires. Absolument. C'est tout. Donc, à la limite, cette élection, alors qu'on sait, vous et moi, Ibrahim, et tous les téléspectateurs qui nous regardent, que le cœur palpitant de la démocratie, c'est son assemblée. Oui. C'est là où il y a les grandes envolées, c'est là quand on s'exprime, on peut même exprimer nos conflits là-bas. Oui. Évidemment, dans le cadre de... Si c'est vraiment représentatif de la volonté populaire. Oui, tout à fait, en respectant les règles élémentaires de bienveillance et de convenance, sans violence. Mais c'est là-bas où s'exerce véritablement... La souveraineté populaire. La souveraineté, bien évidemment. Il me semble, pour moi, que ces élections ne vont en rien modifier la nature même du système. Bien au contraire, juste après, nos concitoyens vont être aspirés dans le deuxième volet du calendrier électoral, qui sont les communales et les assemblées populaires de Wilaya. On en parlera peut-être plus tard. Mais moi, la question que j'aimerais vous poser, pour aller dans le sens de Brahim Younsi, que ça pourrait venir c'est pas seulement la thèse de l'abstention qui serait due à une lassitude, j'en ai marre, les jeux sont faits, j'ai pas besoin de participer. C'est pas seulement peut-être un boycott politique, on va dire. Vraiment politique, tout à fait. Même s'il procède d'un consentement tacite qui, dans l'air, une ambiance, une atmosphère. Mais selon Brahim Younsi, il pourrait s'agir, en effet, et beaucoup de gens ont exprimé cette crainte, d'un jeu malsain qui procède du régime lui-même à l'intérieur de certaines influences qui pourraient peut-être, ou qui voudraient peut-être, pousser M. Tebboune à la sortie. Peut-être. Mais dans ce cas-là, j'aurais terminé, Brahim, pardon. Dans ce cas-là, ce serait véritablement ce serait une bataille importante, une bataille politique importante. Si cette thèse s'avérait juste, ce qui laisserait supposer une assemblée complètement tétanisée, vide de sens, est-ce que les gens qui sont derrière ça, si on suit cette thèse-là, vont essayer de fomenter et de discuter? Parce que ce boycott, c'est un questionnement. Il questionne ce boycott. Il questionne de la manière suivante. Est-ce que la société qui ne dit rien et qui laisse passer ce boycott où on peut mettre tout ce qu'on a dit là, est-ce que ça a valeur de consentement de la société? Non, c'est très difficile. C'est pour ça que je dis le comportement électoral des gens. Par contre, la piste qui voudrait que l'on s'interroge sur les volontés d'une partie de ceux qui sont à la barre, créer des problèmes en parlant d'illégitimité, parce qu'en fait, d'un point de vue procédural, d'un point de vue juridique, les élections sont valides, Brahim. Parce qu'il n'y a rien qui le stipule dans la Constitution qu'à partir d'un seuil, elle pourrait être invalidée. Donc elle pose un problème
d'un point de vue politique et de légitimité. Et c'est là où ta thèse, qui rejoint peut-être celle de M. Benchenouf, pourrait se croiser. Voilà, j'ai terminé, pardon. Est-ce que ces deux, comment dirais-je, ces deux options pourraient être compatibles? Est-ce qu'une telle alchimie pourrait être imaginable? Ça veut dire d'un côté des membres de l'appareil politique qui fait marcher les choses, qui est en train de s'impliquer dans une sorte de subversion. Est-ce que ça pourrait marcher avec une volonté qui est dans l'air d'un peuple qui veut changer, qui veut aller vers une révolution pacifique, comme celle qui a déjà eu lieu, celle du Hirak? Oui, c'est pas incompatible du tout. Les services de renseignement savent, mesurent les battements de cœur du peuple et savent qu'il a envie de changer. Et ils vont dans le sens de l'aspiration. Aujourd'hui, le système ou le gouvernement, le pouvoir lui-même, pas le système, parce qu'ils ne veulent pas changer de système, mais le pouvoir qui est issu des groupes que l'armée, parce que le rôle de l'armée est important dans cette situation. Les groupes que l'armée adoube ne sont pas prêts pour tout changer, pour tout jeter par-dessus la fenêtre. C'est pas cela qu'ils veulent. Ils veulent maintenir le système tout en évacuant le pouvoir en place. D'accord. C'est une problématique de système. Oui. Les personnes deviennent complètement secondaires dans ce cas de figure. Oui, parce que il y a ce type de clivage aussi à l'intérieur même du pouvoir. Et là, ça va être vraiment quelque chose de très spécifique à notre pays. C'est et parmi les principaux clivages lors des élections, chez nous, et généralement, la question culturelle et linguistique. Bien sûr. C'est une raison fondamentale de voter ou de ne pas voter. Et c'est lourd comme argument. Bien entretenu par certains cercles. Et oui, justement. Et des cercles du pouvoir. Évidemment. Des cercles du pouvoir. Le reste, c'est des militants. Et puis, il y a une certaine cristallisation sur la question nationale. Bien évidemment. C'est-à-dire comment former ou reformer la nation algérienne. Alors que cette question-là... Ça sera partie de la deuxième partie de cette émission. Mais avant... Je voulais juste rajouter quelque chose. Juste un peu le dernier clivage. Et ces clivages-là, on les a vus des années précédentes et on les a aperçus cette année dans ces élections-là. C'est les clivages religion-non-religion, laïcité-non-laïcité, etc. Oui. Ces clivages aussi, parce qu'il n'y a pas une liberté... Le clivage identitaire, arabe-kabyle. Absolument. Ça fait partie du débat. C'est pour ça que je parle de culturel. Tout à fait. Tout cela a eu, et puis bien sûr, l'État centralisateur, parce que l'État algérien est un État centralisateur, et on fait du jacobinisme sans les jacobins. Voilà. Et puis, la décentralisation réelle. Tout à fait. Ça, c'est le thème de la deuxième partie. Absolument. Ce que je voulais dire, M. Benchenouf, c'est-à-dire cette abstention, on peut l'interpréter de différentes manières. Et vous l'avez évoqué. Si on pouvait la résumer, le désintérêt d'abord pour la politique. Ça, c'est un. La défiance envers les institutions. Je ne crois plus. Ça ne sert à rien. Le sentiment que le vote ne permet pas le changement, puisque c'est la continuité dont parlait Ibrahim, et vous aussi vous l'avez évoqué, et non seulement c'est la continuité, mais elle ne permet pas l'alternance. Ou encore, et là ce serait plus grave et ce serait dramatique, c'est le rejet de toutes les offres politiques. Donc un rejet massif de tous les partis, de l'idée même de parti. C'est ça mais aussi. Ce ne serait pas déjà le cas ? Non, mais là, c'est matérialisé. Oui. Avant, on laissait théoriser. Est-ce que les partis ont encore quelque chose à faire, à dire, à proposer? Est-ce qu'ils ont un cap? Est-ce qu'ils ont un projet? Est-ce qu'ils ont, sur quelle force sociale leur projet pourrait s'articuler pour faire avancer? On avait ces questionnements. Là, c'est un désaveu systématique. C'est peut-être le désaveu de toute l'offre politique, démocrates compris, quand vous voyez les scores du FFS, du RCD. Il faut noter aussi, pour être honnête, la percée
de mon ami de Djil Jadid. Il a eu 4 ou 5 députés. Alors que la précédente, là où il est parti au dialogue, il en avait un apparenté qui lui ont donné donc le parrainage. Mais une fois arrivé à l'Assemblée, il les a quittés, il est parti dans un autre club. Il a nomadisé. Voilà. Félicitations à mes amis Zoher Ruiz et Sofiane Djilali. Alors, je voudrais d'abord que nous voyions cette infographie sur la participation d'un peu partout les pays au monde. Et je rappelle que monsieur le président par intérim de l'autorité indépendante, alors qu'elle n'est pas indépendante du tout. Tout le monde sait que ceux qui étaient à la tête des éliminations, des invalidations de candidature, c'était la DGSI. Oui, évidemment. Tout le monde le sait, hein, c'est un secret de polichinelle. Alors, nous allons voir cette infographie et puis après, j'aurai des questions pour vous. Ce que vous venez de dire, Brahim Younsi, sur les clivages lancinants. Regardons ce tableau, s'il vous plaît. أن ظاهرة العزوف أصبحت تقريبا ظاهرة عالمية. الكثير من الدول الديمقراطية القديمة العتيقة في أوروبا، في أمريكا، في آسيا وغيرها تشاهد أو تعرف هكذا نسب وحتى أقل من هذه النسب. أن نسبة المشاركة بالرغم من نسبة المشاركة في دول أوروبية وفي دول عالمية تعرف تراجع. يعني كي تقراوا هزوا دخلوا نسب المشاركه في انتخابات في دول اخرى تعرف انه فيه تراجع من طرف يعني المشاركين في العمليه الانتخابيه. Je peux commenter. Alors, donc, il nous dit que vous pouvez commenter. Le plus bas, c'est le Royaume-Uni, il est à 64,47%. Non, il y a plus bas, il y a 59,67. Ah, j'ai pas vu alors, États-Unis. pardon. États-Unis, d'accord, oui. Et il y a 46,64, je ne sais plus, c'est la Suisse. Aux États-Unis, devrait le pratiquer plus bas. le vote censitaire afin La que Suisse est à 46,64. des Trump ne sont pas élus. Voilà. Alors, regardez, par exemple, l'Australie, c'est 90,67. La Belgique, 87,42. Alors, la France, j'aimerais bien voir la France... 66,63. Et il nous dit qu'il y a même des taux plus bas. On a cherché, il n'y a pas. Non. Le record du monde, c'est celui de l'Algérie. Alors, sinon, question intéressante que vous avez suggérée, Brahim Younsi, ces clivages lancinants, ces clivages qui ne sont pas manifestes, mais qui n'en sont pas moins là à sourdre, à diffuser de la mauvaise énergie, à faire peur, d'abord, à quoi il serait dû? Et puis, est-ce qu'il serait possible, j'allais dire, de les rabibocher un peu, de leur permettre de leur trouver un terrain d'entente? Ces islamistes, qui sont eux-mêmes divisés en plusieurs branches, ces démocrates qui généralement n'ont de démocrates que le nom, qui sont généralement affiliés à la junte qui a procédé du fameux coup d'État des années 90. Ces gauchisants qui n'ont plus de gauchisants que le nom. Peut-être un peu des musulmans démocrates dans le pendant de démocratie chrétienne. Des musulmans qui ne retiennent de l'islamisme que son aspect civilisationnel et non pas chariatique. Et je vous laisse nous expliquer d'abord ce que sont ces clivages qui sont là en dessous, mais qui n'en sont pas moins présents, et est-ce qu'ils pourraient être compatibles dans une éventuelle, dans un éventuel sursaut politique démocratique, est-ce qu'ils pourraient trouver leur place? Je m'excuse pour la longueur de la question. Et nous en parlerons dans la deuxième partie. Oui, mais sur les clivages, j'aimerais qu'on en parle maintenant, si c'est possible. Les clivages, ils sont certains, ils sont vécus. Moi, plusieurs fois sur le plateau, j'ai dit il faut qu'on arrête de mettre la poussière sous le tapis. Oui. Est-ce qu'il n'est pas temps de poser les problèmes de l'État-nation, donc revisiter la nation, revisiter, évidemment, trouver une autre architecture institutionnelle. Moi, j'ai appelé à une reconnaissance mutuelle entre ceux qui sont arabes et ceux qui sont amazirs.
reconnaissance mutuelle. D'abord, ça aura peut-être le mérite de faire baisser les tensions. Il faut aussi le dire ouvertement, parce que ça ne sert à rien de cacher ou de masquer. Le problème amazigh tend à disparaître, puisqu'il est généralement admis par l'ensemble des populations, par l'ensemble des Algériens. Absolument. Mais je vais choquer les gens, il demeure un gros problème, c'est le problème kabyle qu'il faut régler. Il faut avoir le courage, la maturité, la responsabilité de poser ce problème en ces termes. Moi, je me souviens. Je vous remercie de le faire. Hein. Je me souviens Moi, je suis un militant pour un système autonomique des régions. On en a parlé souvent, avec un État fort. Tout ça, on ne va pas revenir là-dessus, c'est pas le souci. Moi, j'ai dit, même en tant qu'Amazigh, je ne peux pas me substituer au désir d'avenir du Chaoui que vous êtes. Je ne peux pas me substituer au désir d'avenir des Touaregs. Je peux me dire, moi, ce que je veux. Ce que je veux. Mais ces questions-là, elles doivent se poser. Et il y a aussi le côté islam, pas versus laïcisme à la française, islam et laïque. Les démocrates et la gauche. Moi, j'aimerais une gauche forte, une gauche puissante, bien qu'il ait perdu le combat sur tous les plans. Hein. Oui. Le capital a détruit Marx, il a détruit Engels, mais comment peut-elle réagir? On a eu à un moment donné, excusez-moi, avec le Forum mondial, que ça pourrait redémarrer. Non. Et puis, le fait à ce qu'ils discutent entre eux, finalement, non pas de manière philosophique et dogmatique, à discuter tellement ça prend intellectuellement, qu'ils discutent du sexe des gens, je crois, des choses pas possibles, de la virgule, de l'imparfait du subjonctif. Non, ça ne peut plus marcher. Et tout ça, c'est vrai, il faut à tout prix. L'angle depuis lequel vous avez posé cette histoire d'amazirité, qui reste, de toutes les façons, l'identité matricielle. Ah, tout à fait. Non. Même si personne ne peut nier le fait qu'il y a une présence arabe, non pas culturelle, mais même ethnique. Les Beni Hillel, les Soulaim, bon. Mais cet aspect que vous posez, c'est vrai qu'aujourd'hui le problème est kabyle. Surtout, au Chaouia, il est très minoritaire. Chez les Beni Mzab, il est quasiment minoritaire aussi, les Touaregs. Je vais juste vous dire quelque chose. Moi, j'ai eu vous connaissez Tkout, etc., les militants. Oui. Les militants amazirs du pays chaoui. J'ai connu. On avait reçu, je peux vous dire une chose, en 2000, je ne me rappelle plus, on a fait un sit-in devant la sûreté de Wilaya de Tizi Ouzou des différents peuples, on va dire, amazirs. Oui. Dr Fakar était là, et il y avait les Chaoui, il y avait les Targui, on était très nombreux. Il y a des choses qui ont évolué, bien sûr. Mais il y avait des différences d'approche politique. Ça, c'est des questions qui intéressent l'ensemble des Algériens. Il faut qu'on arrive à parler entre nous de manière apaisée. Quelle est la véritable porte de sortie? Et pour ce qu'a évoqué Brahim, si tu veux, merci, ces questions-là, on en parlera dans la deuxième partie, parce que même les mécanismes, s'il y a des choses trop clivantes, on pourrait les chanter dans un premier temps. Je vous en parlerai tout à l'heure. Pardon, si j'étais long, excusez-moi. Non, au contraire, c'était très bien. C'est sûr que la question se pose de la centralisation du pouvoir. Elle se pose. Bien sûr, les libertés publiques, l'organisation, d'autant que, moi je ne suis pas forcément vers ce que cette question-là, on ne peut la traiter que sur le plan théorique. Bien sûr, également sur le plan politique, chacun peut s'engager là-dessus. Mais notre pays a connu des périodes fédérales. Les tribus se fédéraient Nous avons cette expérience, il faut le dire, historiquement. Pendant la Révolution? Non, bien avant. Est-ce qu'on peut revenir à l'Antiquité? Non, c'est pas simplement antique. Dans l'histoire de notre pays. On a eu des dynasties qui sont côtoyées, qui ont changé. Le premier royaume humide, ça a été l'effort de Massine Issa qui a réussi à confédérer toutes les tribus. Il y a des confédérations de tribus, etc. C'est-à-dire, la question confédérale ou fédérale, nous l'avons historiquement vécue. Cela ne doit pas être balayé d'un revers de la main. Bon, on a un pouvoir centralisateur. Sur le plan identitaire tel que soulevé par Idil, c'est vrai. Moi, j'ai un ami, Yella Chihani, fils d'un très très grand shahid des Aurès dans la région de Khenchela, qui est séparatiste, qui ne se le cache pas. Mais ils sont très peu parmi les Chaouïas. Oui. Chez les Beni Mzab, pareil. Chez les Touaregs, alors que chez les Kabyles, c'est une forte tendance.
c'est une forte tendance, non pas à l'indépendance ou à l'autonomie, ça c'est une autre, mais forte tendance à la revendication identitaire, culturelle, matricielle, qui n'a pas trouvé de solution. Qui doit être prise en compte institutionnellement et constitutionnellement par le pouvoir central. Oui. Ça c'est clair. Oui. Ça c'est clair. On n'y est pas encore. On n'y est pas. On n'y est pas. Le compte n'y est pas. Cette question, me semble-t-il, se pose dans les désaccords, voire les conflits sur les conditions de la démocratie. Tout à fait. Et là, nous allons y arriver dans la deuxième partie. Voilà. Mais, déjà, mais sinon, en plus de cet aspect identitaire, de ces clivages, il y a aussi les aspects idéologiques. Des islamistes, des gens qui sont extrêmement opposés aux islamistes, oui, c'est leur droit aussi. Mais ça, nous avons cette configuration algérienne se vit ailleurs, existe ailleurs, même en France. Oui. Même en France, les extrémismes. Oui, mais ils sont marginaux. Pas forcément. Pas forcément. Quand vous Par exemple, en termes religieux, il n'y en a pas. Même cet islamo-gauchiste, ce pléonasme qui circule. Non, ça existe. Même sur le plan religieux, ça existe. Ah bon? En France. Oui, mais c'est absolument minime. C'est très marginal, très résiduel. Pour le moment, c'est étouffé. Oui. On n'agit pas. Mais vous avez des extrémismes religieux qui sont très agissants. Vous avez des identitaires, mais ils sont une minorité infime. Oui, mais pour le moment, des minorités sont devenues majorité. C'est vrai, ça peut arriver. Et on le vit aujourd'hui sur le plan des partis politiques. Oui. Le Rassemblement national était infiniment minoritaire. Il passait de 1%, 2% à aujourd'hui pratiquement 51%. C'est dire que les sociétés, effectivement, changent, je ne dis pas évoluent, mais les sociétés changent et quelquefois vers le pire. Oui. Alors, la dernière question de cette première partie à vous deux, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Donc je veux dire juste là. Oui, allez-y. Et vous savez mieux que moi, c'est que les gouvernements non démocratiques, comme le nôtre, hélas, ont tous été contraints, d'une manière ou d'une autre, à partir. Oui. On le voit dans le monde. Oui. C'est une fin inéluctable. Ben oui, on le voit dans le monde. Donc, cette contrainte-là, elle a plusieurs facettes, si j'ose dire. Et on voit aussi la contrainte aujourd'hui que certains analystes, à la fois dans l'armée, peut-être dans les services de renseignement et ailleurs, ont compris qu'il faut absolument changer. Et vous m'amenez tout naturellement à la question que je voulais vous poser. Donc, ces forces qui sont en train peut-être même de muter à l'intérieur du système, et en tout cas qui exercent une pression très perceptible. Qu'est-ce qui doit se passer maintenant au sein du RIN? Nous allons spéculer là, parce que nous n'avons pas d'informations. Mais on sent très bien que depuis les élections présidentielles où ils ont dû évacuer Chorfa pour avoir donné 2 chiffres, depuis où des gens ont perçu cela comme quasiment un coup d'État contre Tebboune, mais qui a été rattrapé par la suite. Et là, il semble que ce soit la même chose, que M. Tebboune et M. Chengrihaz, le binôme, a été mis en difficulté. Et que là, ils sont dans un terrain qui est devenu vraiment un terrain miné, d'où n'importe quoi pourrait surgir. À votre avis, quel est l'état, quel doit être l'état du système en place, du pouvoir en place, et est-ce qu'il y a vraiment menace sur sa pérennité? Ce que je voulais dire, juste pour revenir juste un petit peu en arrière, le président Lani, moi je trouve incohérent politiquement qu'il ait le titre de président par intérim pour une élection aussi importante. Absolument. Pourquoi par intérim? Ça me fait rappeler Chengrihaz par intérim jusqu'à qu'il ait été nommé. Enfin bref, ceci étant dit, votre question, elle est... Vous allez devoir y répondre très vite parce que nous allons abréger un peu cette émission. On a pris un peu de retard. Ah bon? Donc en 2 minutes maximum, chacun peut... Vas-y. Pour répondre indirectement à votre question, avec ce vote, on voit bien qu'une opinion, et une vraie opinion,
émerge dans notre pays. Parce qu'il n'y a pas véritablement de trucage des chiffres. On sait qu'il y a entre 80 et 80... Opinion, vous voulez dire prise de conscience D'une part, oui, évidemment, d'une part. Parce qu'elle ne s'est pas exprimée, cette opinion. Hormis ce retrait, ce boycott. Elle s'est exprimée par le boycott. Par le boycott. Le boycott est une expression. C'est un niet muet. C'est une opinion. Oui, c'est vrai. C'est une opinion. Ça peut même être le début d'une désobéissance civile. Oui, mais c'est d'abord une opinion. 80 à 85% des Algériens ont exprimé une opinion. Et cette opinion est hostile au pouvoir en place. Oui. C'est une opinion. C'est vrai. Leur hostilité est affirmée. Mais il doit le ressentir, le régime. Oui, mais évidemment. Il doit le comprendre. Évidemment. Et s'en inquiéter. Et comme dit d'ailleurs Hobbes ou Rousseau, le monde est gouverné par l'opinion. Oui. Une opinion qu'on peut manipuler toutefois. Ça peut arriver, évidemment. On manipule l'opinion, y compris dans les démocraties les plus avancées. Absolument, c'est peut-être tout à fait d'accord. C'est ça. Et le problème, et pour Rousseau, c'est cette opinion-là qui devient la volonté générale. Il y a une volonté générale qui est en train de s'exprimer et de se former en Algérie. Avant, la volonté générale, on ne la voyait pas réellement. Oui. Alors, en un mot. Oui, juste pour un peu être en désaccord un peu avec Ibrahim, elle est en train elle n'est pas en train de se former. Justement, c'est là où tout le challenge qui attend justement l'opposition algérienne. Elle s'est exprimée, mais elle ne sait pas encore. Ce que je veux dire... Pardonne-moi, je voulais dire presque organiquement, cette opinion et cette volonté générale est en train même de se former organiquement. Oui, organiquement, j'ai un peu de doute. Pour terminer, là. Oui. Pour terminer, je m'enfonce, quoi. Oui, pour terminer, ce que je voulais dire, c'est qu'il ne faut pas perdre de vue dans l'analyse, justement, de la problématique suite à cette élection, à ce boycott, etc. Il y a des intérêts économiques qui nous lient à l'Europe, des intérêts énergétiques, et que cette donne-là est une donne capitale pour le futur. Pour eux, je vais vous dire une chose, l'Assemblée nationale, les communes, etc., pour le système, c'est vraiment, c'est rien du tout. Les intérêts sont ailleurs. Merci. C'est la fin de cette première partie. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite de cette émission, de la deuxième partie de cette émission. Merci. Bonne soirée.